Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Dimanche 23 août, 4h30 passé. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit complément par rapport à l'exposé de Sylvain Lévy sur la transmission par train d'engrenage. Parce que c'est le terme technique. Vous allez entendre, le sien est un poil différent. Il existait également les cascades de pignons. En fait, c'est simplement un enchevêtrement de pignons qui remonte jusqu'en haut. Et là, je vous le dis, c'est le système de distrib le plus fiable ever. C'est incassable. Hélas, non. Ce n'est pas incassable. Ça l'est à condition que vous soyez un conducteur attentif qui ne fasse pas de soudain saut de régime de mi à plein régime par exemple. Parce que sinon vous vous retrouvez avec ça. C'est pas beau, hein. Là par exemple, vous avez ce qui est typique d'une répétition de coups. Là vous voyez que les dents elles sont bouffées en dessous. Là vous voyez qu'elles sont limées par l'usure. C'est-à-dire que soit les arbres étaient trop proches, soit il y avait trop de claquements entre les dents, entre les rapports. Que par exemple les rapports étaient très craquants. Et là vous voyez que vous avez une légère vaguelette. Bon, petite décharge tout de même. Ici manifestement il s'agit d'engrenage en laiton. Mais tout de même, vous voyez que ça part toujours dans le même sens. Donc il était a priori entraîné à tourner dans ce sens-là. Enfin, son entraînement allait dans ce sens-là. Et ça, vous voyez, à force, même sans y aller spécialement contemporain, vous remarquez au passage que c'est légèrement arrondi, donc que c'est dans un rapport d'engrenage gauche, c'est-à-dire que c'est la vis d'entraînement qui a fait ça. Et ça, en fait, c'est typique du cas où vous avez un problème sur l'entraînement, c'est-à-dire que l'arbre est un petit peu dur. C'est-à-dire que au lieu de tourner avec beaucoup de souplesse et de facilité à la main, ben, il va poser une certaine résistance. Il va manquer de lubrification, des choses comme ça. Bref, écoutons la suite. Tu peux pas casser en fait parce que t'as un pignon qui entraîne un pignon qui entraîne un pignon qui entraîne la distrib. C'est que du métal, c'est pas cassable. Alors, le fait que ce soit toujours la même matière, non, ça ne tient pas. Il y a un principe dans cet enchaînement, puisque c'est une mise en chaîne d'engrenage ici, qui est celui du maillon faible, c'est-à-dire celui qui va péter en premier. Donc, peu importe que ce soit fait en zirconium, en tantale, en acier ou carbure, ultra costaud, machin, tout ça, si ça pète, peu importe sa fonction dans le moteur. Là est la question, est-ce que je me casse la tête pendant des années à faire un système de distribution avec des pignons chers à développer, qui a bouffé les chevaux? Il a même pas fait revenir mon client chez moi pour changer les pièces. Non, en vrai, la cascade de pignons, c'était pas le top. Alors, on s'arrête ici parce qu'il n'y a pas plus d'arguments développés sur la question. Donc, d'abord, si il était possible qu'il y ait un changement de pièce, surtout que, on fait un petit retour arrière, voilà. Qu'est-ce qu'on a là, avec la jolie trace noire? Eh bien, on a une trace d'huile. Et l'huile noircie, c'est une huile usée. Ce qui démontre bien que, d'une part, nous avons un dégagement de chaleur malgré la lubrification. Donc, nous avons de la friction, malgré la lubrification. Donc, nous avons une susceptibilité de faiblesse plus grande de la part de chacun des engrenages qui est ici dans le train d'engrenage. Alors, ça c'est la première difficulté déjà, c'est déterminer lequel de chacun d'entre eux, sachant que tous sont critiques ici, est susceptible de lâcher. Est-ce que ça sera le pignon central ici à peut-être 30 dents? Est-ce que ce sera celui d'entraînement ici à 45? Est-ce que ce sera celui-ci à 70? Disclaimer, je ne connais pas exactement le Z, c'est-à-dire le nombre de dents de chacun des pignons que je cite ici. Donc ne me dites pas, ouais, non, il y avait 85 dents ici. Si vous les avez comptés, tant mieux pour vous. Moi, je ne l'ai pas fait. J'avance juste le bazar, parce qu'après, je vous fais une démonstration mathématique. Courte, mais ô combien parlante.
Alors justement, hop, pardon. Ah oui, j'ai pas gardé, c'est pas dans le même dossier, autant pour moi. Donc remember, ça s'use, comme tout ce qui existe sur Terre. Si c'était incassable, inusable, ça voudrait dire que ce serait la première chose parfaite créée par l'homme. Ce qui en mécanique n'a encore jamais été atteint. Excusez-moi. Alors, reprenons où nous nous en étions arrêtés. Oh, décidément, je ne sais plus parler. Alors, on va admettre volontiers qu'ici, nous avons un arbre moteur. Là, nous avons un pignon fou, c'est-à-dire un engrenage autant menant par rapport à celui-ci que mené par rapport à celui-ci. Celui-ci ici tourne comme ça, va ensuite ici tourner comme ça, avant de retourner comme ça. Il faut savoir que comme ici, dans ce train d'engrenage, il est autant mené que menant, quand on va faire la division des engrenages menants par les engrenages menés, celui-là, il sera supprimé purement et simplement de la division. Excusez-moi. Excusez-moi, décidément, tout est décidé de se liguer contre moi pour faire ce travail ce soir. Bref. Alors, ça tombe bien, j'ai la calculatrice qui est ouverte. Hop. On repart depuis 0. Donc, on imagine, ici on a 45 ans. Ici on a 70. Donc on va avoir 45 divisé par 70. Ce qui va nous donner ce ratio. Ça, ce produit, ce résultat, c'est ce qu'on appelle la raison du train d'engrenage, c'est-à-dire son rapport de réduction. C'est-à-dire que entre la vitesse N1 en entrée du train d'engrenage et N2 en sortie du train d'engrenage, je vais avoir une différence de 0,64 et tout le patata. Donc je vais tourner ici 0,64 fois moins vite qu'ici. Mais paradoxalement, ça veut dire que je vais avoir du coup beaucoup plus de couple ici. Parce que comme j'ai plus dedans, là on va faire donc l'inverse. Hop, c'est-à-dire 70 divisé par 45. J'ai à peu près une fois et demie plus de couple que par rapport à mon entrée de train d'engrenage. Inferno ces chats, bref. Vous les voyez pas, mais c'est impossible de tourner avec eux. Alors, donc une fois et demie de plus de couple. Mais on s'arrête pas là. Oui, on ne s'arrête pas là parce que ici, nous avons un pignon plus petit, manifestement entraîné par le grand pignon de 70. Et on a l'air d'avoir 30 dents, quelque chose comme ça. Donc du coup, si l'on fait la division menant sur mené, c'est-à-dire 70 divisé par 30, on a 2 fois 2 tiers plus de couple ici. Et techniquement, on devrait faire 2 fois et demi plus de tours ici pour faire un tour là. Sauf que non. Pourquoi? Parce qu'il est menant par rapport à celui-ci, mais il est mené par rapport à celui-ci. Donc pareil, il va avoir tendance à se supprimer de lui-même de l'équation. Et ainsi, on va se retrouver à avoir quelque chose comme si on avait un entraînement direct entre celui-ci et celui-ci. Alors déjà, ne serait-ce qu'au niveau complexité mathématique, est-ce que vous voyez déjà l'intérêt d'avoir une courroie crantée? Toujours pas. Pas de souci. On est là pour apprendre. Voilà, une représentation approximative, mais cependant néanmoins physiquement exacte, d'une courroie crantée. Avec ici les poulies crantées. Bon, c'est l'engrenage, je le reconnais, je suis allé sur l'atelier guerre. Mais ça n'empêche. Allez, on va faire un petit effort. On va en faire ce que vous voulez, c'est-à-dire des poulies crantées. Donc pour ça, on va repositionner
le cylindre un peu en dessous encore. Tiens, d'ailleurs, on peut les repositionner en dessous maintenant qu'on a fait le bazar. Hop, voilà. Lui, pareil. Voilà. Alors, maintenant, l'astuce, ça va être de centrer le bazar. Donc on joue en Y et en X. Ouais, ça change rien. Hop, donc on va dire là. On va le copier-coller, voilà. Comme ça, lui, le premier. On va lui donner tout simplement... oui, le diamètre primitif, qui est en opposition avec le diamètre à la crête des pointes qu'on appelle le diamètre de tête, et la moyenne des deux donne le diamètre de saillie. Et pour étendre davantage votre culture scientifique par rapport aux engrenages, il faut savoir que le module est calculé par les multiples de pi. C'est-à-dire que un engrenage M3 par exemple, ce sera 3 fois la valeur de pi en millimètres. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Impeccable, ça nous donne pile ce qu'il faut. On est juste sur la lisière. Voilà. On les repositionne en X. Voilà. Hop, même punition pour l'autre. Voilà. Allez. C'est bien parce que vous êtes vous, je vous apprends des trucs que je fais aussi détailler le bazar. Voilà. Ah oui. Jamais oublier de faire toujours comment je fais ça? Bah oui, je suis complètement con. J'en ai pas besoin de lui. Nu. C'est lui qu'il faut que je double. Voilà. Non, si j'avais besoin de l'autre aussi. Hop. Je vais quand même avoir besoin de celui-là. Je vais vous montrer en quoi. C'est très con, mais c'est à ça que ça tient. Du coup, c'est celui-là qu'il faut que je double. Voilà. Et en fait... Donc oui, du coup... Si lui, j'en ai plus besoin. Donc lui... Il suffit que je le révise. À 5, voilà. Sauf... que je le repositionne à 0. Voilà. Et donc maintenant je fais celui-là moins celui-ci. Et techniquement, si on n'a pas de conflit, voilà. On a une poulie comptée. Ça y est? Satisfait? Bien. Alors on enchaîne, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, l'intérêt d'une polycrontée, non seulement par rapport à la simplicité d'entretien et par rapport au poids, en plus du coût, en plus de l'usure, c'est que si jamais vous avez un point dur, comme c'est un peu élastique, parce que c'est du caoutchouc et du nylon notamment, donc ce sont des élastomères très connus dans le monde, dans le métier, dans le domaine industriel, et ben ça peut sauter, ça peut faire moins d'usure, moins de dégâts que des engrenages rigides. Autre avantage, la force transmise ici
à cette dent-là va être exactement la même que celle retrouvée ici. Moins, naturellement, toutes les pertes liées aux échauffements, aux frictions, aux problèmes de roulement, etc. Donc, on va dire qu'on va avoir une restitution mécanique, grosso modo, de 90-95% de la force transmise. Alors que si on multiplie les contacts comme ici, on va en perdre là, on va en perdre là, on va en perdre ici, on va en perdre là. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 points de rotation. Ça veut dire 4 possibilités de perte. Ça veut dire qu'on va avoir 0,95% de 0,95%, de 0,95%, de 0,95%. Donc ça fait que ici, hop, si je fais 0,95 multiplié par 0,95 multiplié par 0,95. Bon, il m'a fait un 0, ok, c'est pas grave, on reprend depuis le début. 0,95. Hop. On repart d'une base saine, donc 0,95 multiplié par 0,95 multiplié par 0,95 multiplié par 0,95, ça fait qu'on a seulement 81,45% de l'énergie mécanique rotative restituée à la sortie, contre 95% directement. Mais bon, la perte dans la chaîne de transmission a été évoquée aussi. Je donne juste un argument plus appuyé par le biais des mathématiques. Donc je vous ai donné ça, je vous ai donné la raison mathématique. Il y a aussi la problématique du coût parce que à l'époque, il faut savoir que l'usinage CNC, donc Computer Numerical Control, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est-à-dire les fameuses machines telles que les tours ou même les fraiseuses ou les génératrices dites à fraise mère pour fabriquer les engrenages, c'est tout récent, ça maximum 40, peut-être 50 ans au grand maximum. Savoir qu'à l'époque c'était peu populaire, qu'il fallait faire encore tout à la main, tout le code, générer toutes les coordonnées, faire le bon séquencement de toutes les opérations, sinon bah, la machine faisait n'importe quoi, vu qu'elle suivait bêtement les coordonnées sans se dire « Ah mais je vais rentrer en contact avec la pièce finie à un moment ». Parce que ça, non. La résolution de conflits, ça n'était pas encore possible à ce moment-là. Enfin, la résolution de conflits et le collider avoiding, c'était pas encore possible. C'est venu bien des années après. Donc voilà, aussi parmi les raisons pour lesquelles ça n'a pas été quelque chose de très populaire, en plus du fait que vous auriez eu à changer, en plus de votre huile moteur, de votre éventuel fluide de direction et de votre liquide de frein, vous auriez peut-être eu à changer une huile de distribution. Waouh, c'est pratique. Au lieu d'avoir déjà 3 fluides casse-couilles, on en aurait eu 4. Quelle économie! Et en plus de ça, on avait la perte en ligne. Comme c'est pas permis, on avait la perte en puissance. On avait du poids en plus. Parce que là, ça paraît pas, mais tout le train d'engrenage, là, il y en a pas facilement 15 à 20 kg de métal. Alors que si on prend ici la cour à cranter, avec tout le kit, galet tendeur, machin, tout le boxon, allez, maximum, ça va être quoi? 5 kg 5 kg, vous avez un système d'entraînement qui est 3 fois moins lourd. Qui dit système d'entraînement moins lourd, dit moins de poids à transporter. Qui dit moins de poids à transporter, dit moins de consommation. Ça peut être rien, hein, ça peut être 3% de la consommation. Mais imaginez, sur un plein de 60 litres, ça représente 1,8 litre. Vous faites un plein hebdomadaire, toute l'année, quelles que soient les conditions. 60 fois 1,8 litres égale à la fin de l'année 63,6 litres d'économisés parce que vous avez un entraînement par poulie courroie crantée. Un plein de gagné,
juste parce que l'ensemble de la distribution est par poulie courroie plus que par train d'engrenage. Honnêtement, en plus du fait que ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer et donc beaucoup moins cher à entretenir, ça vaut amplement le coup que de s'embêter. Plus par exemple, si jamais il y avait une avance ou un retard à la mission ou à l'échappement, à devoir recalculer, redimensionner tous les engrenages, là on décale une dent et c'est fini. Donc il y a de bien plus grands intérêts à avoir un entraînement poulie courroie cranté qu'à avoir le tout par train d'engrenage ou cascade de pignon, comme dirait notre ami Sylvain. Après, je dis pas, si vous sentez l'âme d'un mécanicien, d'un fraiseur, d'un usineur, vous pouvez le refaire pour chez vous. Chacun fait ce que bon lui semble. Je ne suis absolument pas opposé au fait que chacun fasse sa soupe à sa sauce. Excusez-moi. Cependant, rappelez-vous bien que chaque conception a ses avantages et ses inconvénients. Ici, par exemple, vous avez des billes. Si vous avez une bille qui se barre, l'engrenage il peut valdinguer dans tous les sens. Pareil, si ici vous avez des dents qui manquent, vous allez avoir du cliquetis, vous allez avoir de l'usure prématurée sur les dents, vous allez en avoir ici, et surtout vous risquez d'avoir un putain de vrombissement qui ne sera pas dû au moteur lui-même, mais à un engrenage déséquilibré qui va tout faire vibrer, qui va tout décaler les jeux dans tous les engrenages. Parce que oui, là par exemple, on a un minimum de jeu, de battement qui permet une relative souplesse. Et ça fait que, par exemple, tout d'un coup, le pignon il saute, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il fout le boxon là-dedans, par exemple. C'est pas mal, hein. Ça a l'air bien confortable. Plus sérieusement, il peut aller taper dans celui-là, qui peut taper dans les autres, enfin bref, un seul pignon qui foire, c'est toute la distribution foutue. La poulie ou la courroie crantée, c'est un élément qui lâche, mais qui évite, enfin qui limite les dégâts à ce seul élément d'entraînement. Hein? Si vous avez une rupture ici d'un coup, vous avez juste la rupture là. Vous n'avez pas de l'usure sur la dentition des poulies crantées. Vous n'avez pas spécialement de dégâts du fait d'avoir une pièce qui a été déséquilibrée, donc qui s'est mis à vibrer et qui a foutu le dawa autour d'elle. Bref, vous n'avez pas le quart des potentielles emmerdes que vous pouvez avoir avec un train d'engrenage. Alors, bien entendu, après, ça dépend de votre conduite. Ça dépend de votre capacité à entretenir votre véhicule. Il ne faut pas non plus partir dans l'excès en faisant un graissage quotidien de toute la tringlerie, de toute la mécanique. Parce que à trop entretenir, vous pouvez aussi faire de l'usure prématurée. C'est pour ça qu'il en faut ni trop peu, ni trop. Glycérine. Ah, ça c'était gratuit. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que c'est quand même une petite demi-heure que je vous tiens la jambe. Et je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, vous remercier d'avoir fait le truc. Blabla habituel de youtubeur. Hein, j'arrive même plus à le dire tellement je l'entends passer. Donc blabla habituel de youtubeur, pouce bleu, abo, partage, commentaire. Vous connaissez la musique, quoi qu'il en soit. Alors, je vais peut-être revenir assez vite. Je sais pas encore, je me suis pas encore décidé. En attendant, moi je vous dis déjà merci d'avoir suivi jusqu'au bout. D'avance, merci
pour vos éventuelles contributions dans les commentaires. Et d'ici là, on se revoit bientôt. Allez, à la prochaine.